Chères auditrices, chers auditeurs, nous avons l'immense plaisir de vous retrouver ce soir pour le rendez-vous incontournable de la jeunesse juive engagée, RJM, Radio Jeunesse Marseille. Le talk show d'opinion et de débat parfois musclé où nos chroniqueurs défendent leurs idées, leurs points de vue, leurs positions toujours diverses et variées. Au menu de notre émission, c'est de l'actu, des débats, des coups de gueule, des infos, mais surtout des chroniques choisies et préparées par nos chroniqueurs maintenant aguerris. Des micros toujours plus nombreux autour de cette table extensible pour accueillir la parole des jeunes qui traitent les sujets qui nous concernent. Le média de la liberté d'expression pour la jeunesse militante et engagée, fédéré par le Fonds social juif unifié, le FSJU. Bonsoir à tous, je suis Benjamin Sidbon, coordinateur pour le Fonds social juif unifié, et ce soir, RJM, Radio Jeunesse Marseille. Les amis, table encore plus remplie que d'habitude cette semaine, et je crois que les femmes sont en infériorité numérique cette semaine, heureusement j'ai envie de dire, parce que le sujet qu'on va traiter tout à l'heure, on va vous entendre, peut-être un peu plus que certaines personnes de cette tablée. Ce soir, une minute coup de gueule, préparée par Eva. Alors, je pense que tu as vraiment compris le sens de cette minute coup de gueule, parce que toi, ta minute, elle s'appelle « Je suis énervé ». Très bien. Une minute juridique, préparée par Rachel. Je pense qu'on va bien s'ennuyer. Une minute coup de cœur, préparée par Noah. Un débat, le débat qui va déchaîner les passions ce soir. MeToo. Le tribunal médiatique est-il plus sévère que le tribunal judiciaire ? Voilà le sujet qu'on traitera ce soir. Minute e-sport, préparé bien évidemment par Nathan, comme chaque semaine, religieusement. Et une minute Torah, alors en plus d'un nouveau chroniqueur autour de cette table, et je pense une minute Torah qui nous fera tous réfléchir. Puisque Jonas ne vient pas comme ça pour préparer des minutes dont on oubliera tout de suite après les tenants et les aboutissants. On est là dans une réflexion, dans finalement quelque chose de concret, de profond, et c'est ça qu'on te propose. C'est vrai. Alors les amis, ce soir on peut ne pas être galant parce qu'on a des nouvelles têtes autour de cette table. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors vas-y, présente-toi et parle bien dans le micro. Donc je m'appelle Yoni El-Koubi, enchanté. Enchanté. Je suis administrateur réseau et c'est la première fois que je suis ici. Voilà. C'est bien, il faut toujours une première fois à tout. Jonas Garcia, bonsoir, parle bien dans le micro. Bonsoir. Jonas Garcia, londonien depuis 7 ans. J'ai quitté la belle ville de Marseille où j'ai connu Ben en école de commerce. Et depuis, je suis dans le commerce international, dans l'agroalimentaire. Et mais super. Entrepreneur malgré moi. Malgré toi, carrément ? Non, c'est plus dans ton sang. On verra. L'entrepreneuriat. On verra. Très bien. En tout cas, merci de ramener de la grisaille à Marseille. Ça fait toujours plaisir. Super. En tout cas, on perd pas les bonnes habitudes. Je crois que tout de suite après l'émission, on te retrouvera chez Jacquino. Bien évidemment. Et après, à l'ambulance. Noah, bonsoir. C'est fou, ça. Qui êtes-vous, chère madame ? Bonsoir. Noah Stora. J'en peux plus, j'arrive jamais. Ancienne responsable c'est ce que disent des les hommes. Pardon. Je vous en prie. Arrête, je vais pleurer. Noah Stora, attends, Amy, s'il te plaît. Noah Stora, elle est horrible cette émission, elle est horrible. Amy, je suis trop... Désolée, Amy, désolée. Ok, Noah Stora, ancienne responsable des aides de Marseille. J'ai très chaud. Et community manager à Radio JM. Pour Patrick Zic. Bonsoir. Rachel, bonsoir. Bonsoir, alors moi je m'appelle Rachel, je suis étudiante en 3e année de droit, secrétaire générale de l'UJF Marseille et VSC au FSJU. Bravo. Voilà. Eva, bonsoir. Bonsoir. Qui es-tu ? Je suis Eva, j'ai 24 ans, je suis chargée de com dans une agence immobilière en alternance en com et marketing. Voilà. C'est bien, concis, pratique, ok. Nathan, bonsoir. Bonsoir, Nathan, 25 ans. Je suis en études de journalisme. Je suis aussi en service civique au FSJU et donc en mise à disposition à Radio G en tant que journaliste. Et je suis aussi correspondant pour la Provence. Très bien. Monsieur Benamou, même si tout le monde s'en fout. Ouais, Léo Benamou, pic d'audience de l'émission, entrepreneur, influenceur, capitaine de mon âme, etc. Voilà. Et toujours en chair et en Rolls.
Et Ouais, toujours c'est célibataire aussi. Et toujours célibataire Je aguerri. vois que t'es bien renseigné, toi. 06. On donnera son Insta à la fin de l'émission pour que personne ne l'appelle. Jordan, bonsoir. Bonsoir, Jordan, 23 ans, je suis président de l'IEJF de Grenoble et je suis en 3e année à l'IEJ de Marseille et futur stagiaire à Radio JM à partir de mon mois de janvier. Bravo, bravo. En tout cas, Belle connerie, pardon. on concentre 2 belles villes de merde autour de cette table, Grenoble et Londres. Allez. Les amis, je vous propose qu'on passe tout de suite à la minute coup de gueule. La minute coup de gueule. Eva, tu es très énervée ce soir. Oui. Ça nous intéresse de savoir pourquoi. C'est marrant ça. Pire lancement. Pire lancement. Allez. Alors, avant de commencer ma minute, je vais vous poser 3 questions. Et va falloir lever la main pour répondre. Super pour la radio. Comment est-ce que vous faites pour prendre l'ascenseur? J'appuie sur le bouton. Noah? J'appuie sur le bouton. Ok, comment tu fais pour rentrer dans l'ascenseur? Avec mes pieds. Ok. Comment tu fais pour monter dans un train? Enfin, dans un tram, un train, on s'en fiche. les marches. Ok. Je cours pour que le contrôleur ne m'arrête pas. Et comment tu fais pour rentrer dans un fast-food? Avec les pieds. Ok. Samedi, je suis sortie avec Noah. On est allé faire les magasins tranquillement, voilà, pour se balader. Et on a rencontré un ami qui s'appelle Yoni, qui est à Beyahad. Et c'est un ami qui est en fauteuil roulant et qui est une personne à mobilité réduite. Et toute la journée, donc on a passé une bonne journée, on a bien rigolé. Et puis, vu le moment où on s'est dit qu'on allait partir, on s'est mis en route vers la pharmacie juste avant de partir. On est rentré. Et première injustice, Yoni rentre avec nous, attend avec nous dans les allées. Quelqu'un passe derrière lui, fait tomber tous les stocks qu'il y a derrière lui. Et il se fait engueuler. C'est lui qui se fait engueuler par le vigile. Donc Noah et moi, on est énervés, on sort. Je vous raconte ça, j'ai envie de pleurer. Hein. Noah et moi, on est énervés, on sort. On l'accompagne, il nous dit « j'ai envie de me prendre une boisson ». Bah très bien, du coup on l'accompagne. Déjà on va dans un premier snack. Premier snack, on lui demande s'il a un coca avec une paille. Pas de paille. Yoni peut pas boire. Ok. On va voir un autre snack, on leur demande s'ils ont des pailles. Et le problème c'est que Yoni peut pas rentrer puisqu'il y a des marches. Et il est en fauteuil roulant. Donc on continue et on se dit bon bah on va avoir le troisième. Et donc on tombe sur un snack qui lui a des pailles et un verre. Chance, du coup Yoni boit. On passe un bon moment, vient le moment où Yoni nous dit bah je vais rentrer. On l'accompagne vers le tram. Et vers le tram, on rentre et puis il y a trop de monde et tout le monde lui marche dessus, tout le monde s'énerve contre lui parce que c'est sa faute qu'il soit en fauteuil roulant. Donc de là on s'énerve avec Noah et là on s'est senti un peu mal à l'aise parce que nous on ne vit pas ces injustices tous les jours. Et en tant que personne à mobilité non réduite, on fait rarement attention aux obstacles omniprésents et je trouve ça honteux qu'en 2023, je dis ça très, très calmement mais je suis révoltée. Hein. Je trouve ça c'est honteux de constater que malgré toutes les avancées sociétales auxquelles on fait face nous en 2023, il y a des personnes encore qui n'aient pas accès à certains commerces et même à certains endroits dans la rue. Et eux sont encore heurtés à des obstacles physiques et sociaux. Et c'est pas normal en 2023 que l'accessibilité soit un luxe. C'est censé être normal en fait pour tout le monde. Et j'ai même pas envie de lire en fait. Je suis juste énervée, voilà. je suis très énervée. Très bon coup de gueule. Bravo, c'est important que t'en parles et effectivement, on a eu la chance d'aller allumer les bougies à Beyahad la semaine dernière et de faire la connaissance de Yoni pour ceux qui ne connaissaient pas Yoni. Mais voilà, il y en a beaucoup qui sont à Beyahad et qui finalement ont besoin de nous, ont besoin de notre bénévolat, de notre temps et j'engage tous ceux qui nous écoutent, si vous le souhaitez effectivement donner de votre temps et faire en sorte que finalement le quotidien de ces personnes-là soit un petit peu plus peut-être ensoleillé, lumineux. Voilà, c'est quelque chose de peut-être peu pour vous de passer quelques heures, mais pour eux c'est énorme. Les amis, je vous propose qu'on passe tout de suite à la minute juridique. La minute juridique. Minute juridique.
je pense qu'il est important quand même d'introduire notre débat de ce soir. Pénalisation des viols et agressions sexuelles. Alors, cette minute n'est pas faite par moi, elle est faite par Rachel. Et comme je suis fils d'avocat, je me suis permis de... Le remarqueur, allez haut. Alors, le droit français prend une approche sérieuse et nuancée pour traiter les crimes de viol et d'agression sexuelle, reconnaissant la nécessité d'une protection accrue des victimes, tout en garantissant des procédures judiciaires justes. Le viol est prévu en droit français par l'article 222-23 du Code pénal. À cet égard, la loi exige une preuve de pénétration sexuelle sur autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Cela démontre en fait la volonté du législateur de définir clairement l'infraction tout en tenant compte de la diversité des circonstances qui peuvent être entourées de ces actes. Il s'agit d'un crime, un des plus graves des infractions qui existent dans le code pénal. La juridiction compétente est donc la cour d'assises, qui est composée de 3 magistrats professionnels et de 6 jurés. Pour être constituée, toute infraction nécessite la réunion de 2 éléments, un élément matériel et un élément moral. L'infraction de viol s'entend comme étant commise par l'auteur lui-même ou par une autre personne. Il est constitué par toute pénétration sexuelle de quelque nature, qui soit contre la volonté de la victime. Le lien conjugal existant entre l'auteur et la victime est sans importance. Aussi, une intention coupable doit être déterminée. Il s'agit ici pour l'auteur d'avoir conscience d'imposer des rapports sexuels contre la volonté de la victime. Concernant l'absence de consentement de la victime, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Soit la victime a manifesté expressément son refus, soit elle faisait l'objet d'une contrainte morale telle qu'elle n'a pas pu manifester son refus, telle qu'un lien d'autorité ou de hiérarchie, soit la victime n'était pas en état de donner son consentement, et si elle était par exemple en état d'ébriété. Par ailleurs, l'inclusion des agressions sexuelles dans le cadre légal élargit la portée de la loi pour englober une variété d'actes. Ainsi, l'agression sexuelle impose un contact physique entre l'auteur et la victime. Ces actes doivent avoir une connotation sexuelle, autre qu'une pénétration. L'intention coupable est ici pour l'auteur d'avoir conscience qu'il commet un acte immoral ou obscène contre la volonté de la victime. En ce qui concerne les sanctions, la gradation des peines en fonction de la gravité de l'infraction et des circonstances aggravantes montre la volonté en fait de dissuader efficacement les auteurs tout en garantissant une réponse proportionnée. Les peines sévères, y compris la réclusion criminelle à perpétuité dans le cas le plus grave, reflètent l'engagement à assurer une justice rigoureuse. D'autre part, l'article du 222-23 du Code pénal prévoit que la peine encourue pour le viol est de 15 ans de réclusion criminelle. Lorsque les circonstances aggravantes accompagnent la commission d'une infraction telle qu'un viol commis sur un mineur de 15 ans par exemple, la peine est portée de 20 ans de réclusion criminelle. Par ailleurs, la peine est portée de 30 ans si lorsque le viol a entraîné la mort de la victime ou lorsqu'il a été précédé d'accompagner ou suivi d'actes de torture ou d'actes de barbarie. Lorsque le viol est incestueux, cette infraction est prévue aux articles 222-31 et 222-31-2 du Code pénal et la juridiction de saisie devra statuer sur le retrait de l'autorité parentale. Par ailleurs, je pense que c'est important de préciser pour ces infractions les tentatives de viol et d'agression sexuelle, c'est-à-dire tenter d'agresser ou de violer sans y parvenir par le fait d'une circonstance extérieure à la volonté de l'auteur, sont prévues et reprimées par les mêmes peines que celles prévues lorsqu'elles sont commises. Au final, l'élément intentionnel compte plus que l'élément matériel dans ces cas-là. Bravo. Je peux pas tout dire, Minute juridique, important de faire cette introduction. Dommage que ça soit pas fait par la personne qui l'a travaillé. En plus, c'est dommage parce qu'elle est en droit. Mais bon, la prochaine fois. C'est important de parler de ces choses-là avant qu'on puisse débattre tous ensemble. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à notre débat. Le débat. MeToo. Le tribunal médiatique est-il plus sévère que le tribunal judiciaire ? L'affaire, au cœur de la presse, c'est celle de Gérard Depardieu. Sera-t-il jugé judiciairement pour les accusations d'agression sexuelle et de viol qui pèsent sur lui, ou le procès s'est-il déjà tenu aujourd'hui dans les réseaux sociaux, dans les médias, etc., sur la place publique ? En 2018, Charlotte Arnould a dénoncé les 2 viols dont elle aurait été victime par Gérard Depardieu. Ce n'est qu'en 2020 que l'acteur a été mis en examen pour viol et agression sexuelle. L'enquête de Mediapart d'avril 2023 a révélé que 13 autres femmes ont été victimes de cas d'agression. Ce soir, au moment où on parle là, on fait l'émission, il y en a une dernière, une 14e, qui vient de porter plainte contre Gérard Depardieu. Aucune n'avait porté plainte et seulement 3 ont accepté d'en parler sur le plateau de Mediapart. Le cœur de cette affaire est bien plus profond.
En effet, nous évoquons le tribunal médiatique, les réseaux sociaux qui s'emparent de ces sujets, les émissions de radio, les talk-shows télévisuels, mais qu'en est-il de la présomption d'innocence ? Depuis le début de la vague MeToo en 2007, la parole des femmes et des hommes s'est libérée. Les réseaux sociaux sont devenus un exutoire où les victimes peuvent, anonymement, si elles le souhaitent, mettre en lumière des actes à leur encontre. Toutefois, même si celles-ci parlent de plus en plus, portent de plus en plus plainte dans les commissariats, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur en 2023 sur l'année 2021, seulement 5% des femmes victimes d'agressions sexuelles déposent plainte. En France, la justice insiste sur la présomption d'innocence, surtout lorsque le ministre de la Justice est devant les tribunaux. On embrasse bien évidemment Éric Dupond-Moretti. Toutefois, que deviennent les carrières de ces personnalités lorsque leur actualité s'étale sur la place publique ? Qu'en est-il de la vie de ces victimes une fois que les médias se sont emparés des affaires ? Les amis, je voudrais avoir, première question, puisque je pense que vous avez peut-être tous vu ce complément d'enquête sur Gérard Depardieu. Qu'est-ce que vous pensez de finalement ce qu'on voit, des paroles, encore une fois, ce complément d'enquête, on voit un Gérard Depardieu sexiste, vulgaire, des propos presque pédophiles. Est-ce que quand on voit ces propos-là, quand on les entend, est-ce que finalement on n'est pas un peu biaisé ? On se dit mais bien évidemment qu'il est coupable. Ça tue déjà l'image de l'acteur qu'il était, et enfin qu'il est encore d'ailleurs. Mais je pense que déjà il faut distinguer d'abord deux points, c'est le tribunal médiatique et le tribunal judiciaire. C'est que ils opèrent tous les deux dans un domaine distinct. Ils opèrent dans des domaines distincts, mais ils peuvent avoir des impacts significatifs. C'est-à-dire que le tribunal médiatique, lui, il est souvent constitué d'opinion publique ou de médias, comme tu as dit, à la radio, à la télé, qu'on peut entendre. Et ça peut être des fois impitoyable en termes de jugement social et qu'il y a un jugement même immédiat. Alors que les verdicts émis dans l'arène médiatique peuvent influencer la vie des personnels et professionnels d'une personne, parfois sans attendre une décision judiciaire ou formelle. De l'autre côté, lui... Après, je posais la question à Léo Benamou, pas à ChatGPT. Non, c'est pas ChatGPT, c'est moi, c'est dans mes notes. Mais est-ce que toi, ça biaise ta vision que tu as ? Dans notre tribunal médiatique, on est directement dans le jugement. Alors que dans notre tribunal judiciaire, on va prendre en cause des faits. Le jugement va être long, mais dans le sens, on va prendre les faits point par point, et après, on va émettre un jugement. Des fois... malheureusement pour un acteur, pour une célébrité, on a déjà eu le cas, par exemple je prends le cas d'Harry Habitant, qui était lui accusé de viol et de plusieurs actes sexuels sur la personne avec bon bref, on va pas rappeler les faits. Le tribunal médiatique l'avait condamné. Même le réalisateur du film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu l'avait mis à part, avait coupé des scènes au montage, etc. Le jugement a été fait, au final il a été innocenté. Aujourd'hui, relancer sa carrière, c'est très compliqué. Et donc au final, le tribunal médiatique a tranché trop fort et trop rapidement face au tribunal judiciaire. Mais tu réponds toujours pas à ma question. Est-ce que vous pensez, quand vous voyez ça, vous voyez ce complément d'enquête sur Gérard Depardieu, est-ce que ça, vous-même vous êtes biaisé ? Est-ce que là, vous avez déjà un jugement qui est fait sur la personne ? Est-ce que vous le condamnez ? Bah bien sûr. Ouais. Bah oui. Pourquoi ? Parce que ce qu'il a dit c'est hyper grave et puis c'est pas comme si on agissait sans preuve quoi. On a des preuves, on sait que c'est une personne ignoble qui a eu des propos sexistes, déplacés, pédophiles, enfin bref tout ce qui s'ensuit. Et le tribunal médiatique il a pas été assez dur avec lui justement je trouve. Donc toi tu dis si il a des propos comme cela, ça veut dire que derrière il est capable d'agresser sexuellement. Alors c'est pas parce qu'il a des propos comme ça, c'est déjà parce qu'il y a des victimes qui ont su lever la voix, et aussi parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Mais vous êtes d'accord avec ça ? Sans excuser, on peut dissocier deux choses, c'est-à-dire ce qu'il a... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on a vu par exemple sur le complément d'enquête, quand il a un propos, c'est pas presque pédophile, c'est de la pédophilie, on peut condamner ça largement et dire que ce sont des propos pédophiles, mais ça c'est une chose différente que ce qu'on dit les victimes, qui elles sont tout à fait entendables, etc. Mais je veux dire c'est deux scènes entre guillemets qui sont... Pour toi, il doit y avoir présomption d'innocence. Non. Présomption d'innocence comme toute personne qui est accusée, mais avec tous les propos qu'il y a eu sur le complément d'enquête, etc., il je sais pas comment expliquer, mais je veux dire, il a sûrement fait ce qu'on lui reproche, ce qui lui a été reproché par les victimes, mais c'est pas parce qu'on a vu tout ça qu'il y a 100%,
il est coupable, c'est juste ça, mais ce n'est pas excusable ni ce qu'il a dit, ni ce qu'il a pu faire, ni les actes et les gestes qu'il a fait, qu'on a vu sur son complément d'enquête. Nathan, tu veux réagir? Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, juridiquement parlant, il n'est pas coupable. Ouais. Pénalement non plus. Sauf que il a une telle image, et il renvoie une telle image que aujourd'hui, et surtout ses réactions, on les connaît, de Gérard Depardieu, c'est quand même un personnage. À aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ne sont plus acceptables, qui étaient acceptées avant. En train de brûler de l'intérieur. Ouais. Mais c'est aussi vrai. C'est comme Gérard Depardieu, c'est un personnage en lui-même. Dans son comportement, c'est quelqu'un d'abject, voilà. Et c'est surtout quelqu'un qui est très très vieux jeu et qui dit ce qu'il pense et qui en a rien à faire des répercussions. Donc quand il fait des choses et il dit des choses qui sont inacceptables, lui il s'en fout parce qu'il sait qu'il a certains soutiens derrière qui peuvent l'aider. Et le tribunal médiatique, je pense qu'il est là aussi pour remettre les choses dans leur contexte. Et c'est là où je pense que le tribunal médiatique est utile. Dans un sens, c'est qu'il permet d'ouvrir la voie à certains qui n'oseraient pas le faire, mais d'autant plus c'est pas juste de pouvoir condamner quelqu'un que par ce tribunal médiatique-là. Il faut aussi laisser la justice faire son travail pour pouvoir justement comprendre si vraiment derrière il y a eu quelque chose, ou si, d'un point de vue pénal évidemment, ou si c'est juste d'un point de vue moral que la personne est abjecte en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord avec ça, Noah, toi? Moi, il y a un truc qui me dérange. C'est exactement ce que j'ai relevé dans le documentaire. C'est Gérard, quoi. Genre, ça, je peux pas l'entendre. Et je l'ai noté parce que ça m'a choqué. À un moment donné, il y a une femme qui témoigne par rapport à des propos que lui a eu envers elle, qui étaient genre... Bref, horrible, vraiment horrible. Et derrière, ils ont retrouvé, je crois, un ingé son, si je dis pas de bêtises, à prendre avec des pincettes, qui a été témoin de cette scène. Et il a dit, je l'ai noté parce que ça m'a... Elle était stagiaire, elle, à l'époque, et ça s'est passé devant beaucoup de membres de l'équipe, et elle a été genre, vraiment, faut que j'arrête de dire genre, elle a été humiliée, vraiment, en public. Et donc, je vous dis ce que l'ingé son, il me semble, a dit. Dans le docu, il dit « Le truc, c'est qu'évidemment, avec Depardieu, des propos comme ça, il y en a plusieurs. Donc, je vous avoue que celui-là en particulier, je ne m'en souviens pas. Alors oui, par contre, si vous avez déjà mis les pieds sur un plateau, pour recadrer Gérard Depardieu, tout le temps, il faut déjà y aller. Parce que c'est toutes les 5 minutes qu'il y a une blague qui tourne autour du sexe. Donc, s'il faut le recadrer, on ne travaille plus. Donc en fait, faisons les sourds, faisons les aveugles, tout le monde est au courant et on dit rien. Et moi, c'est ça qui me rend dingue. Et tout le long du docu, c'est Gérard, il est comme ça. Et je comprends pas, parce que c'est Gérard Depardieu et parce que c'est un grand acteur soi-disant, qu'on se retrouve dans l'obligation de se... Je suis trop énervée, je peux plus parler. Malheureusement, c'est juste la société de l'époque. Et on peut pas... Après, c'était il y a pas si longtemps que ça, hein. C'est-à-dire Non, mais par exemple, ce qu'elle a dit, la stagiaire là, que tu dis, c'était en 2018. Après, oui, non, pardon, voilà, l'image. ce que l'ingé son que tu as dit, ça date d'il y a longtemps. Enfin, Gérard Depardieu est quand même acteur depuis très longtemps, et là, franchement, vu les propos qu'il a tenus, c'est pas une question de société, là, c'est vraiment une question d'être un gros dégueulasse. Oui, mais je veux dire, le témoignage que tu as eu, il y en a d'autres qui ont assisté à cette scène et qui n'ont rien dit. Donc en fait, ça veut dire que avant qu'il y ait cette libération de la parole, qui est très bien aujourd'hui, et ben il y avait cette, on va dire, cette je sais pas comment expliquer, mais dire voilà que consensus, voilà, et que personne disait rien parce que il disait c'est Gérard, c'est pas une excuse, mais c'était la société de l'époque d'aujourd'hui, et ça n'enlève pas, par contre pour moi ça n'enlève pas le fait qu'il soit un grand acteur. Alors la transition est parfaite, parce que ça mène à la deuxième question. Est-ce qu'on peut distinguer l'homme de l'œuvre? Ça y est, frère. Est-ce qu'on doit boycotter les films de Roman Polanski? Est-ce qu'on doit effacer les films cultes de Depardieu? Est-ce qu'on doit brûler les livres de Céline parce qu'antisémite? Est-ce que on peut le faire? Est-ce que vous êtes capable déjà de le faire? Moi j'ai une question à poser. Si maintenant Hitler il était encore vivant, t'aurais pu dissocier son... Je dis pas que c'est le même... mais je dis juste, est-ce que tu peux dissocier ses œuvres de ce qu'il a fait? Mein Kampf, c'est quand même un grand livre. Hein. Je rigole. On embrasse les auditeurs de Radio JM. C'est impossible. C'est impossible.
Pour toi, c'est impossible. Mais ça veut dire, c'est trop grave tu de vois dire ça. Gérard Depardieu dans Cyrano de Bergerac, tu peux plus regarder le film parce qu'il y a Gérard Depardieu. Mais c'est, En tout cas, tu le regardes plus de la même manière. Mais je le pense regarde qu'il y a tout une... court, en Je fait. peux ne plus le regarder de la même manière, mais moi par exemple, un de mes films préférés c'est Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Ouais. Bah je suis désolé, mais je vais pas arrêter de regarder ce film Qui est parce que le Gérard- meilleur film de tous les temps. T'as pas besoin de le regarder. mais c'est un film culte, je peux le regarder 100 fois dans l'année. Bon, bah alors si c'est un film culte, alors c'est pas grave. Non mais Non, mais c'est pas tu grave. comprends, mais c'est je dis Gérard, pas que c'est c'est pas Gérard. grave, mais je dis Enfin, pas que c'est pas grave. En fait, vous êtes déformé mon propos. Je... non mais je dis pas que c'est pas grave. Je dis que je vais pas m'empêcher de regarder le film. De toute façon, le film en plus aujourd'hui on peut le regarder n'importe comment, etc. Ça lui fera. Non mais je veux dire, je peux le regarder en streaming, ça lui fera absolument pas gagner d'argent. Donc en vrai, le fait de regarder le film, ça lui changera plus rien à lui en fait. Donc juste je regarde Mais le ça film. donne de la force à l'acteur, à ses idées, à son... Mais je non, sais pas mais comment- c'est pas parce que je le regarde. Moi, c'est même pas une question de des force. studios que ça va lui apporter de la force et ça on peut dissocier. On n'est pas obligé de. C'est pas le mot dissocier, mais je peux regarder un film parce qu'il est acteur, mais je le regarderai peut-être différemment, comme t'as dit Rachel, je le regarderai différemment. Rachel, tu Ok. veux répondre? Non, c'est bon, je laisse la parole à Noah. Mais tu sais à quoi ça me fait penser juste Ouais. Là, ce dont on est en train de parler, pardon, Ouais. c'est on dirait, j'ai vu une vidéo de pro-palestiniens qui parlaient du boycott des marques qui aident Israël. Et là, on est en train, pour moi, hein, si je fais le parallèle, pour moi, c'est exactement la même Eh ben, chose. Free Gazan, attends. Non, mais vraiment, pour moi, c'est la même chose. Moi, qui est je en me train de pose se une autre passer. question. Comment on passe de Boycotter les œuvres Depardieu à Free Mais Palestine? parce que mais là, ça y est. on parle de boycotter les œuvres de Gérard Depardieu, de ne plus Nathan. le regarder. C'est pas une question de boycott. Il nous a demandé si nous, on séparait l'œuvre de l'artiste. Moi, à titre personnel, je ne peux pas regarder un film avec Depardieu, sachant ce que j'ai vu de lui. Psychologiquement, c'est pas Mais possible. est-ce que pour toi, tu le considères comme un grand acteur ou pas? Bah, plus maintenant. Mais plus maintenant, Une parce deg, que. genre. Oui, parce que Mais le- je peux- parce que le média est sorti. c'est comme quelqu'un que t'adores, genre vraiment, Ok, et mais qui te fait je le te pire coup de donne ta un vie, exemple. tu Je peux te donne plus, un genre. exemple. Tu te rappelles l'affaire de Johnny Depp? Johnny Depp. Bah Il oui, avait je- essayé de frapper sa femme, etc. Au final, sûr, on sa a femme, bouffé. elle avait menti et ça a fait un long procès médiatique. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a pu Un gagner. procès pénal aussi. Hein. Oui, mais c'était d'abord un procès médiatique et après un procès Oui, pénal. oui. Ouais. Et, Et même les deux se sont entremêlés, puisque finalement, le pénal est devenu médiatique. Exactement. Mhm. Ils ont même, ouais, tu peux même retrouver la série sur Netflix. Ouais. Et ben là, dans ce cas-là, est-ce qu'on a tous boycotté Johnny Depp? Est-ce que t'as arrêté de le considérer comme Mais tu acteur? fais ce que tu veux, moi je fais ce que Non, je mais veux. je te pose la question. Il me pose la question, je lui réponds. Et du coup, tu boycottes et dès qu'il a été présenté innocent, bah c'est bon. Ah, c'est bon, je te regarde. Mais je me fais mon propre avis sur les gens et je décide Oui, ce mais que je la veux. question est juste. Et l'individu, c'est deux personnes différentes. Je rebondis sur ce que dit Léo parce que c'est intéressant pour une fois. Là, on a quand même un Gérard Depardieu qui n'est pas encore, en tout cas, écroué. On n'a pas dit que Gérard Depardieu avait violé ses femmes, Oui, etc. mais- Ah, effectivement, il a eu des propos. Mais est-ce que les propos suffisent pour que tu le Oui, blacklistes? ah bah excuse-moi condamnes quand il déjà regarde. Mais là je te parle même pas des accusations de viol. Je te parle d'un. Il est là, imagine juste, t'as une fille de 13 ans, le gars il fait. Je vais pas dire les mots parce que c'est Oui. abject, mais t'imagines, il parle comme ça de ta fille, tu vas dire, oh, mais ça va, c'est mon pote, c'est Gérard. 10 ans, mais je 10 ans. cautionne pas ce qu'il a dit. Mais donc tu vas dis juste, continuer à apprécier le personnage parce que il a fait Astérix Non, Obélix. j'apprécie le personnage qu'il joue. J'apprécie pas le personnage qu'il est. Mais J'apprécie le donc, personnage qu'il donc joue. tu vas continuer à donner de la force. J'apprécie en disant... Obélix. J'apprécie. Quand il joue. C'est quoi la fille qui joue? Cyrano. Non. Idéfix. De toute façon, lui, à part la Dans les vérité si compères. je mens, il les connaît pas. Dans les compères là. Non, mais en fait, ce que vous faites juste, c'est continuer à regarder des films, à en parler à vos potes, genre ouais, ce week-end j'ai regardé Astérix Obélix et tac, on va parler de Gérard Depardieu et personne va dire que Dans Gérard le Depardieu film c'est un de gros Kev Adams, dégueulasse. là, dans Maison de retraite, il m'avait touché dans le film en tant qu'acteur. Oui, dans le film. Bah voilà. Mais ça te donne une raison pour continuer à regarder ce film alors que ce mec c'est un. Mais gros parce que bâtard. dans tout ce film, il y avait d'autres acteurs et donc tu condamnes les autres acteurs. Si tu peux pas Ah regarder ouais, le non, film. mais alors là tu pars très Bah loin, non, le raccourci. bah excuse-moi, mais non, tu condamnes le réalisateur du film qui n'a rien fait. Vous êtes mais tellement loin de la réalité, c'est dingue. Mais hein, parce que un acteur, tu condamnes tous les autres acteurs et le réalisateur du film. C'est malheureux. Non, il a. Faudra interviewer Isabelle Morini-Bosque là-dessus parce que De quoi elle, pour le coup, qui a fait de la télé depuis très très longtemps, Ouais. elle a vu toute la. Alors, excusez-moi, je vais être violent, toute la merde qu'il y a eu dans la télé à ce niveau-là. Non, mais c'est vrai que j'ai dit pire. Toute la merde qu'il y a eu dans la télé et surtout par rapport aux femmes, mais c'est surtout qu'elle a été très proche de Gérard Depardieu pendant très très longtemps Ouais. parce Yann qu'elle Moix. gravitait à RTL et tout Bah ça. écoute, si tu Et veux ce serait l'interviewer, t'as intéressant qu'à aller à d'avoir TPMP, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Bah non, elle est plus à la TPMP d'ailleurs. Je te donne juste un exemple. Mais non, mais ce
serait intéressant de je te donne un exemple. Tu es actrice, ok. Tu joues dans un film et un des personnages principaux, on va dire qui était Depardieu, est accusé de viol, etc. Mais toi, t'as joué dans le film, hein. T'as donné corps et âme dans le film, etc. Tu reçois des royalties dans le film. Okay. Est-ce que tu cautionnes que toutes les personnes ne regardent plus ce film? Tu veux ma réponse exacte? Je suis toujours du côté de la victime. Donc en fait, si on doit boycotter le mec qui a violé, agressé des femmes sexuellement, je m'en fous que personne ne regarde mon film. Déjà, je suis pas actrice, donc j'en ai rien à faire. Non, je te donne un dans le contexte, etc. Non, mais dans le contexte. Mais dans le contexte, je vais boycotter moi-même le film. Déjà, je vais m'en vouloir d'avoir joué avec un gros violeur, et puis en plus de ça, c'est ça que tu t'en veux d'avoir joué, c'est autre chose. Mais que tu boycottes le travail fourni par tout le monde, c'est pas possible. Pour moi, tu dois condamner la personne. C'est beaucoup plus grave de ne pas condamner le violeur plutôt que de juste de pas regarder le film parce que non mais c'est grave. Mais tu peux couper les royalties, tu peux. Mais en fait, vous dites ça parce que vous êtes pas concerné. Et parce que vous ne comprenez pas. Alors, on n'est pas concerné. Transition parfaite, les amis. Je reprends la parole parce que sinon on va déborder. Le célèbre animateur Radio Koé a récemment été entaché aussi par une histoire de viol. Oui. Okay. La victime, Julie, a porté cette affaire dans les médias. Elle a même témoigné dans des plateaux télé, etc. Et après, finalement, cette semaine, on a appris qu'elle a tenté de se donner la mort. Oh, waouh. Oui. Est-ce que finalement être victime aujourd'hui, est-ce que porter ces affaires-là au grand jour, est-ce que c'est finalement plus dangereux pour la présumée victime de s'en prendre à une personnalité publique? Mais elle a voulu se suicider à cause du harcèlement qu'elle a reçu après être passée sur les plateaux télé. Tout à fait. Donc c'est d'où ma question. Elle s'en prend à une personnalité publique. Koé peut-être très appréciée, à une communauté, etc. Elle a dû prendre, à mon avis, quand même un backlash assez violent. Et elle a tenté de se donner la mort. Est-ce que finalement, aujourd'hui, c'est dangereux pour une victime de porter en lumière ces accusations? Alors, perso, je pense que c'est peut-être pour ça que les victimes ne parlent pas. Ouais. C'est pour ce backlash-là. Ouais. Et que c'est d'autant plus important de parler, pour moi. Évidemment, j'ai pas été victime de tout ça, etc. Donc c'est très facile de parler, beaucoup moins pour les victimes. Mais je pense que c'est justement parce que y a ce backlash-là et que les gens vont défendre un violeur qu'il faut commencer à parler quand on en est victime. Parce que, en fait, un viol, ça reste dans la tête. Enfin, c'est quand même assez violent, un viol. Et plus que ça, je pense que le violeur, lui, non seulement de base il le fait en toute impunité, mais en plus il pense que les répercussions seront absolument nulles quoi, quand il le fait. Donc, oui, parce surtout en ce moment elles le sont. Donc je pense que c'est d'autant plus important de le dire parce que là il y a eu la libération de la parole très récemment. 2007. En 2007, alors ça c'est mon côté un peu plus journaliste, mais excusez-moi, mais c'est ce qui est bien, c'est de parler, mais de parler vite. Parce que c'est ce que je vous dis tous les soirs. Non mais non, pourquoi? Parce que en général les viols, les victimes malheureusement, elles doivent l'encaisser avant de pouvoir parler. Et malheureusement, pas toutes les victimes ne peuvent parler très vite. Et je pense que si aujourd'hui les victimes parlent plus vite et que si elles sont victimes de viol, elles parlent suite après le viol, je pense que c'est plus impactant, comme la femme qui a été victime à Paris de viol dans la rue à cause d'un gars sous OQTF. Les répercussions ont été tellement énormes que le gars il est directement écroué, enfin voilà quoi. Et le cas à Lyon je pense que ça rejoint un peu les 3 premières questions qu'on a posées sur le sujet. Je pense que la tolérance, c'est une forme de participation. C'est-à-dire, on le voit beaucoup avec l'antisémitisme. Aujourd'hui, on a vécu, les Juifs ont vécu des choses horribles. Et c'est pourquoi aujourd'hui, en fait, on tolère aucune blague, parce qu'en fait, le problème, c'est que plus on va tolérer quelque chose, plus il va être normalisé. Et ça explique aussi pourquoi toute l'équipe de tournage, en fait, autour de Gérard Depardieu, malgré les gestes, malgré les paroles, en fait, n'agissait pas. Donc je pense que c'est très dangereux, même si on est passionné. Par exemple, on adore les œuvres de Gérard Depardieu. Je pense que le plus important, c'est une question de valeur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut, en fait. Non, mais il y a une différence. J'ai pas dit que j'adorais l'œuvre. L'acteur qu'il a été dans le film. C'est là que c'est différent. Et après, des cas de viol, etc. Non, mais j'entends bien qu'il faut entendre. Et là, on fait un tribunal médiatique. On n'a pas eu le jugement. Je cautionne pas ce qu'il a fait, etc. Évidemment.
Mais il faut se dire aussi une chose, c'est qu'il y a eu beaucoup de fois aussi des soi-disant victimes de viols et qui finalement n'ont pas été violés, qu'on fait ça pour exister. On a encore en louche cette affaire de DSK, etc. Tout le monde pense que c'était un coup monté, etc. Des collégiennes aussi, là, récemment. Il y a eu à Lyon, là, tu parles du truc à Lyon? Ouais, oui. 2 collégiennes qui ont dit qu'elles avaient été violées par 2 élèves. Et finalement, il y a eu... Alors, selon la procureure, il y a eu des mensonges. Durant comment on appelle ça? Le test. L'audition, comme l'audition, pendant le truc. Non, le test. Donc, comme ça a été de plus en plus mensonger, alors ils ont fait un non-lieu, quoi. Ils ont été relaxés, les gosses. Après, pour reprendre ta question de base que tu as dit tout à l'heure. Merci de revenir sur mes questions. C'est en fait, on reprend ce qu'on a parlé dans les semaines précédentes, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Enfin, c'est un amas de conneries et de gens qui vont aller harceler une jeune femme qui est victime, qui a été victime d'agression ou de viol. Et on va aller la harceler sur les réseaux sociaux. Enfin, faut vraiment être tordu. Et pourtant, ce sont les réseaux sociaux qui lui ont permis de libérer la parole. Oui, c'est pour ça que je dis, on en revient à ce qu'on avait dit la semaine précédente, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, ça a du bon et du moins bon, mais le moins bon reprend beaucoup, prend trop le dessus sur le bon. Ouais, mais très très souvent. Et moi, je comprends pas comment on peut se dire, bah tiens, je vais aller sur Twitter ou sur Instagram et je vais aller harceler la jeune fille qui a témoigné d'une agression ou d'un viol. Tais-toi, pourquoi aller, c'est un truc de fou de faire cette action. À mon avis, le problème, c'est que c'est même pas les réseaux sociaux, je pense que c'est la justice. Parce qu'à partir du moment où la femme, elle se rend au commissariat et qu'on lui rit au nez et qu'en fait on la croit pas, bah elle va passer par les réseaux et du coup ça va engendrer tout ce que tu dis. Donc je pense qu'il y a un vrai problème au niveau pas forcément au niveau des lois, mais au niveau de la police et au niveau de la façon dont tu es reçu et la façon dont sont traitées les plaintes. On en avait parlé la dernière fois, que tu avais été porté plainte plusieurs fois et que il t'avait dit, il t'avait renvoyé en disant ça sert à rien. C'est fou qu'une jeune fille aille au commissariat et qu'elle ressorte avec une réponse, mais ça sert à rien. C'est fou, mais c'est très fréquent. Oui, je sais. Des juges pendant des instances se permettent de dire des choses très déplacées. C'est ça qui doit changer. Il y a une histoire en Irlande. Quand même. Non. Ouais, une histoire en Irlande. Une histoire en Irlande où justement une femme s'était faite violer et le juge pendant l'instance avait dit mais en même temps vous avez vu les sous-vêtements que vous portiez, comme si c'était normal quoi. Voilà. Jonas, on a rien Est-ce que ça explique pourquoi on a 5% seulement de femmes qui portent plainte? C'est exactement ce que je disais la semaine dernière sur l'autre sujet. À quoi ça sert en fait, puisque c'est pas traité et que. Non, je pense pas que c'est que pour ça. C'est aussi parce que, comme il a dit Nathan, c'est aussi la peur aussi médiatique. Oui, il y a la peur aussi. Assumer, oui, la peur tout court, etc. Mais bien sûr. Je pense pas que c'est que ça. Mais bien sûr, mais il y a aussi le fait que ta plainte, elle est pas reçue. Donc tu sors du commissariat. Pas tous les tribunaux, pas tous les commissariats de police. C'est beaucoup quand même. Oui, c'est quand même le cliché. Une grande majorité, Léo. Je pense que tu réalises pas. Le cliché principal, si on vit que sur des clichés. Alors t'es juif, t'es riche, t'es milliardaire, etc. C'est vrai. Tout est vrai. Non, t'es millionnaire maintenant. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que faut pas prendre le cas pour une généralité. Peut-être dans le commissariat. Contrôle les médias. Dans le commissariat tu as été, peut-être qu'ils vont pas traiter l'information, mais dans d'autres commissariats, peut-être qu'ils vont la traiter. Je connais énormément de gens. Ah, je crois que tu connais énormément de policiers. Non. Je connais énormément de gens, de filles qui sont allées porter plainte. Pour ce qu'on parle. Pour plein de choses, dont ce dont on est en train de parler, le sujet de cette semaine. Et je peux te dire que, mais bien sûr, on ne les croit pas. Est-ce que vous avez vraiment dit non, mademoiselle? Voilà ce qu'on leur dit, tu vois. Donc, à quoi ça sert? Ça aussi, ça, le nom. Et comment on fait pour former les forces de l'ordre à recevoir cette plainte, à essayer de comprendre les victimes? Faut les éduquer, comme des enfants. Il faut les rendre humains. Faut être humain aussi un petit peu. Mais par rapport à ce qu'a dit Léo, il y a la peur aussi. Et la peur, par exemple, la jeune fille qui a été agressée à Lyon, là, dans un sous-sol. Elle a été agressée sexuellement. Elle a été agressée sexuellement et après, c'est les frères de. Les sœurs ont mis un guet-apens. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça et pourquoi il y a une sœur qui est venue avec 3 ou 4 copines c'est une des sœurs de la personne qui a été accusée. Par contre, j'ai rien compris à cette actualité. Alors attendez, j'explique. C'est une jeune fille a été portée plainte par l'intermédiaire de son papa pour agression sexuelle d'un collégien de sa classe.
Voilà. Ok. Et quelques semaines après, la sœur de ce collégien a entraîné cette jeune fille dans un sous-sol par une de ses copines à elle et l'ont agressée, l'ont tabassée. On voit la vidéo, c'est ignoble. Et il y a 4 jeunes filles qui l'ont tabassée, la fille qui a porté plainte, parce que et ils l'ont dit genre ne parle plus comme ça de mon frère, etc. Et du coup, quand on voit une vidéo pareille, des jeunes filles qui ont subi la même chose que la personne qui est allée porter plainte vont se dire mais regarde, mais si je vais porter plainte, regarde, voilà, ils ont peur de représailles, regarde ce que je vais subir, et ça aussi c'est un vrai problème. Et voilà, donc en fait il y a la peur, il y a le fait que quand ils vont au commissariat ils sont mal reçus, ils sont pas écoutés, donc il y a tout ce problème là, donc il y a un problème de justice, il y a un problème de société, il y a un problème d'éducation, en fait il y a un tas de problèmes qui fait qu'aujourd'hui il y a le chiffre de 5%, c'est pas normal qu'il y ait que 5% de jeunes femmes qui soient victimes qui portent plainte. Mais du coup, je suis 100% d'accord avec toi. Mais alors, comment Ça fait beaucoup trop de statistiques là, les amis. Mais comment ça se fait que tu aies cette manière de penser, que derrière tu puisses cautionner les films de Gérard Depardieu? Non, mais je ne cautionne pas les films de Gérard Depardieu. Gérard Depardieu a fait des films qui datent j'étais même pas prévu. Et veut dire et aujourd'hui, enfin, il y a des films que j'aime bien parce que en tant qu'acteur, et franchement moi quand je regarde des films, je me dis pas tiens lui c'est Guillaume Canet, lui c'est Gérard Depardieu, elle c'est Marion Cotillard. Je m'en tape, je regarde un film, le film il est très sympa, en tout cas moi c'est le film dont je parlais tout à l'heure, c'est l'un de mes films préférés, et je vais continuer de le regarder, et franchement quand par exemple je regardais le dernier Astérix Obélix, je me suis pas dit tiens cette fois-ci c'est Guillaume Canet, c'est pas Gérard Depardieu ou je sais pas qui, je m'en fous. Mais donc t'es pas d'accord avec la phrase de Yoni qui a dit la tolérance c'est une forme de participation, t'es pas d'accord? Mais c'est bête. Non, mais réponds. C'est oui, non. C'est pas être tolérant de regarder c'est oui ou non. Mais parce que il y a des humoristes juifs qui font des blagues sur la Shoah ou des trucs comme ça. Enfin, dans ce cas-là, on ne fait plus de blagues sur rien. Sur les autres. Non, là, ça n'a rien à voir. Non, mais dans ce cas-là, je pose vraiment la question. J'aimerais que tu répondes juste. Non, mais sur les clichés, etc. Il y a des. Mais c'est pas des clichés là, c'est des faits réels. Oui, non, mais d'accord, mais par exemple, il y a des humoristes qui disent j'ai croisé un greniste, un juif. Enfin, c'est des trucs. Quel est le rapport? Non, mais c'est. Non, mais dans ce cas-là, on fait plus de blagues. Enfin, je veux dire. Mais c'est pas des blagues là. Enfin, oui, mais en plus c'est vrai que c'est différent parce que l'acteur en question. Non, l'acteur en question. Est-ce que quelqu'un peut sauver Jordan? Non, je vais me sauver tout seul. L'acteur en question, l'acteur duquel on parle, enfin, ne faisait pas l'apologie du viol dans le film. D'accord. Il faisait un film, qui donc t'es pas d'accord avec la phrase la participation, c'est une forme de. La tolérance c'est une forme de participation. Ouais, non, je suis pas d'accord du coup. Ok. Non, je suis pas d'accord. Okay. Mais il y a une autre approche ici. Oh, Jonas nous a rejoint. Bienvenue dans cette émission, Jonas. Je viens de me réveiller. Il nous a violé le micro là. Allez, malheureusement c'est terminé. Non, mais il y avait une réflexion similaire par rapport à Kanye West, par exemple. Est-ce qu'on continue à écouter des albums de Kanye West et donc il y a un modèle de royalties, etc. derrière, et on se dit, on le rémunère par rapport à ses propos. Mais c'est là où je pense qu'il faut aussi regarder le temps long et le temps court. Il y a deux choses, je vais faire le lien assez rapidement. La première, c'est, on est tous passés à travers cette publicité aujourd'hui à travers Marseille, c'est que Johnny Depp, il fait une pub pour le parfum. Comment il s'appelle le parfum? Givenchy, non? Au Sauvage. Sauvage. Ouais. C'est quand même fou qu'une boîte comme Dior continue à garder un tel acteur après ce qui s'est passé avec un tel titre, Sauvage. C'est quand même étonnant que même après quelques mois et même le fait qu'il ait été relaxé, ça continue à exister. Et c'est plus pour essayer de voir les choses aussi dans le temps long, c'est-à-dire que maintenant, animé par la volonté du like, animé par peut-être un côté un peu pervers d'aller harceler des victimes ou harceler l'autre ou même poster pour avoir du like ou du retweet, et ben maintenant les gens sont animés par cette volonté psychologique d'avoir un auto-feedback qui va au moins les satisfaire à la fin de la journée. Et finalement aussi concernant le temps court et le temps long, je pense que c'est compliqué de juger un Depardieu qui... On a tous un oncle un peu bof en fait, et le bof en fait il a pas réussi à s'actualiser par rapport à la société autour de nous. Et je pense que Depardieu, malgré le grand acteur qu'il est, il s'est pas actualisé par rapport à la réponse de la société actuelle. Et en fait, c'est de la responsabilité de ces personnes-là de se former et d'être formés, une sorte de média training constant, parce que la société va évoluer et parce qu'ils vont être de plus en plus visés par ce genre d'attaque qui va être instantanée.
Et effectivement, ils doivent apporter une réponse au bout d'un moment. Et ma question en ouverture, sans te prendre le lead... C'est une dissertation donc. Non, la question c'est à quel point entre le jugement médiatique et le vrai jugement en l'occurrence, à quel point à la fois, à mon avis, le résultat du jugement affecte l'image de l'acteur, mais aussi à quel point on est capable tous d'accorder le pardon, sans mettre en lien par rapport au viol, mais de manière générale, est-ce que nous sommes en mesure d'accepter le pardon aujourd'hui? Mais par exemple, quand tu as dit il s'est pas actualisé avec la société, le propos qu'il a sur la jeune fille de 12 ans qui fait de l'équitation, c'est pas s'actualiser avec la société. C'est immonde que ça soit 1970, 1960, oui, mais 2020, à l'époque, c'était 2030. cautionné. Je suis désolée, oui, c'était cautionné. Oui, en 2018. Mais c'était en 2018 Oui. cet extrait. Donc en fait, c'est-à-dire que il aurait dit ça en 1980 et la vidéo serait ressortie aujourd'hui, ça aurait été ignoble. Et en même temps, il n'y a rien qui va. Il a été quand même invité aux 70 ans du régime de nord-coréen. Et il a reçu la Légion d'honneur. Oui. Et d'ailleurs où il a dit, où sa famille a déclaré qu'ils peuvent la mettre à disposition de la ministre de la Culture. Enfin, je veux dire. Le musée Grévin a enlevé sa statue. Oui, aussi, mais ça par rapport aux réactions qui ont été, voilà. Mais je veux dire, enfin, là par exemple, c'est pas une question de s'actualiser avec la société. C'est une question que c'est un propos qui est ignoble, qu'il y a eu d'autres propos qui sont autant ignobles. C'est juste que quand c'était devant une assemblée ou devant par exemple une régie, personne disait rien parce qu'à l'époque, personne disait rien et trouvait ça drôle. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, c'est pas drôle. Ça l'était pas en 1980 ou en 1990. Mais c'est juste que personne ne disait. Là aujourd'hui, c'est pas drôle, ça l'a jamais été, mais aujourd'hui on le dit. C'est juste la différence. Voilà. Comme a dit Jonas tout à l'heure, par exemple pour l'exemple de Johnny Depp, c'est Dior a gardé l'image de Johnny Depp pour son parfum, que ce soit pendant l'affaire et jusqu'à après son jugement. Et par exemple Disney qui s'est mordu les doigts parce qu'il avait enlevé la licence de Pirates des Caraïbes. Ouais. Et au final, Johnny Depp a porté plainte contre Disney parce que au final, pour lui, c'était anormal que le jugement médiatique s'est fait rapidement que son jugement judiciaire. Et aujourd'hui, ce que je veux dire à Eva, c'est que je ne cautionne pas ce que fait Depardieu. Je ne dis pas que c'est tolérant. Je suis pas tolérant en regardant un film de Depardieu. Je suis tolérant parce que je regarde un film d'Astérix Obélix ou je regarde un autre film, etc. où il y a Depardieu. Je vais le regarder différemment comme il a dit, mais je vais pas condamner tous les acteurs qu'on joue dans ce film ou tout le réalisateur qui a, par exemple, Alain Chabat qui a fait le film. Ça a été un des plus grandes comédies françaises. Je crois qu'elle l'avait déjà compris les 3 fois où tu l'avais dit. Oui, mais c'est important de le dire parce qu'elle n'est toujours pas d'accord avec moi. Elle n'est pas d'accord. Les amis, merci pour ce débat ultra intéressant. On aime quand ça se déchaîne là comme ça dans le plateau. Et je peux vous dire, si vous nous regardez, que si on est rouge, c'est vraiment parce que tout le monde est énervé. Voilà. En tout cas, voilà. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore aussi, t'es un tyran. Tonton beauf dans les familles, c'est moi. Voilà. Allez les amis, je vous propose qu'on passe tout de suite à la minute coup de cœur. La minute coup de cœur. Minute coup de cœur. Noah, c'est ta minute. Tu la récupères cette semaine. Oui. Tu as décidé de nous parler d'un concept que nous ne connaissons pas. Airspray. Alors, imaginez un monde où les coiffures sont plus grandes que Benjamin Sidbon. Ok, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est pas trop compliqué plutôt, pardon. Et les danses plus contagieuses qu'un éclat de rire. C'est ça, l'univers déjanté d'Airspray. C'est une comédie musicale qui a été créée par un certain John Waters en 1988 et qui va être revisitée par Adam Shankman en 2007. Mais du coup, ce n'est pas juste un film musical pétillant, parce que c'est une déclaration audacieuse contre la discrimination et la ségrégation, des thèmes qui résonnent tout au long de l'histoire du cinéma. Donc au cœur de cette aventure, on a un personnage qui s'appelle Tracy Turnblad. C'est une héroïne qui est incarnée par l'actrice Nikki Blonsky et qui ne se contente pas de briller sur la piste de danse parce qu'elle devient également le symbole de la lutte contre la discrimination envers les femmes en surpoids. Mais ce n'est pas tout. Airspray s'aventure également dans les rues de Baltimore, qui est une ville du nord-est des États-Unis, pour aborder la ségrégation raciale envers les Afro-Américains. Donc le film, il se situe dans les années 60 et il offre une réflexion poignante sur l'injustice et la nécessité du changement. Pour vous parler un petit peu du casting, que serait une comédie musicale sans John Travolta en femme, Queen Latifah en reine de la soul, Zac Efron, Michelle Pfeiffer et j'en passe. C'est vrai que je l'ai vu ce film. Alors non, Léo, ce n'est pas parce que Zac Efron est aussi beau dans son costume années 60s que quand il joue Troy Bolton dans High School Musical que c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur
Parce que Hairspray, ça véhicule des messages d'inclusion et d'égalité, et c'est une plongée dans une époque où les cheveux étaient hauts, les rires étaient forts et la danse n'avait aucune limite. Est-ce que tu peux nous faire une démonstration? On est filmé, tu peux nous faire une démonstration? Je suis pas danseuse. Hein? Je suis pas danseuse. Mais oui, tu peux. Voilà, et quand on parle bien évidemment de chevelure haute, on parle bien évidemment des ratés capillaires de Monsieur Léo Benamou. J'ai très peur. Ratés capillaires? J'ai cru qu'il allait parler de mes cheveux. Minute coup de cœur, merci Noah pour cette minute coup de cœur, et je vous propose les amis qu'on passe immédiatement à la minute e-sport. La minute e-sport. Minute e-sport, Nathan, tu as décidé de nous parler des Jeux Olympiques, mais des Jeux Olympiques e-sport. Et oui, la discipline attire chaque année, on le sait, de plus en plus d'adeptes, l'e-sport, qu'ils soient joueurs aguerris, amateurs ou même simples observateurs, l'e-sport ne peut plus être rangé au rang de simple loisir récréatif. La région a donc décidé de candidater au prochain Olympic e-sport Week, qui auront lieu fin 2024. La compétition, dont la première édition s'est déroulée en juin dernier à Singapour, a également été créée par le Comité international olympique, le CIO. Quelques mois seulement après les JO, Marseille pourrait donc de nouveau être le théâtre d'une organisation olympique. Plusieurs lieux pouvant accueillir les espaces de compétition ont déjà été ciblés à Marseille, Aix ou encore Nice. Des salles à la capacité d'accueil de plusieurs milliers de personnes dotées d'une scène permettant de réunir les meilleurs joueurs de jeux vidéo au monde. Il y a eu plus de 20 000 spectateurs pour chaque jour de compétition à Singapour, sans compter ceux en virtuel. Le président de la commission sport et préparation aux JO au conseil régional, Hervé Lieberman, a annoncé à la Provence qu'ils attendaient le cahier des charges pour candidater officiellement, mais l'idée serait quand même que la compétition se déroule dans 2 ou 3 villes de la région. La compétition d'ailleurs se déroule sur le même schéma compétitif que les Jeux Olympiques, à savoir des participants qui représentent une nation et qui récoltent des points dans les différentes épreuves. Dans le cadre donc des Olympiques e-sport Week, il s'agit donc là à ce moment-là que de jeux vidéo. Le manque de licence grand public quand même avait été pointé du doigt pour la première édition, mais rien n'est figé et peut-être qu'il sera possible de travailler avec de nouveaux éditeurs pour la prochaine, a signalé Pierre Châtelain, président de France e-sport Sud. De quoi faire du coup de Marseille la ville e-sportive peut-être de 2024. Affaire à suivre. Bravo. Et on attend toujours la pétanque pour les Jeux Olympiques. Tu rigoles, mais c'était prévu à la base. Mais ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé. Je crois qu'on n'a pas assez de... La distribution de Ricard n'est pas assez importante pour pouvoir avoir la pétanque ici. Et est-ce qu'on va avoir nos chances contre la Corée ? Non. Ouais, bien, non. Enfin, non, c'était le débat le plus court de cette émission. Ils sont beaucoup trop en avance. Merci beaucoup pour cette minute e-sport. Et je vous propose, les amis, qu'on passe à notre dernière minute, la minute Torah. La minute Torah. Jonas, nous t'écoutons. Exactement. Alors la semaine dernière, je discutais avec un tzaddik qui me faisait remarquer que la Torah s'articulait souvent autour de chiffres impairs. Retenez bien. Et cela se vérifie de nouveau dans cette paracha, Vayigash, la 11e portion de la Torah, du premier livre de la Genèse. Joseph avait 17 ans lorsqu'il avait été vendu. Il a été en Égypte pendant plus de 13 ans. Que des chiffres impairs. Dans cette paracha, elle marque un moment crucial où Joseph, après des années de séparation et d'épreuves, révèle sa véritable identité à ses frères. Cette section aborde des thèmes tels que le pardon, la réconciliation, l'importance des liens familiaux. Le lien avec le sujet de l'émission, c'est le fait que c'est la première fois que nous découvrons, selon le Midrash, malgré des histoires passées telles que le déluge, la tour de Babel ou Sodome. En effet, lorsqu'Abraham a prié de sa manière audacieuse pour le peuple de Sodome, il n'a pas demandé à Dieu de les pardonner, mais la justice. Dans cette paracha, Vayigash, une nouvelle forme de moralité est née, de la honte et le pardon. Vayigash décrit la réunion émotionnelle entre Joseph et ses frères. Elle met en lumière la profonde compassion de Joseph malgré des épreuves qu'il a endurées à cause de l'action de ses frères. Remarquez, 13 ans en Égypte, qui s'ensuit un raisonnement adulte, mature, l'excuse. En effet, cette portion met l'accent sur les valeurs du pardon et de la réconciliation au sein des familles. Elle illustre la transformation de la douleur et de la trahison en guérison et en unité grâce au pardon et à la compréhension. Joseph, cet homme qui est investi dans cette quête de délivrer des projets saints de par son énergie, vice-roi d'Égypte, s'oppose à Yehuda qui progresse dans sa propre sainteté et pousse à inspirer ses semblables dans cette voie qui deviendra la sienne, politique. On a donc deux leaders forts qui doivent tous les deux s'auto-actualiser face à cette situation familiale.
l'attitude à faire face à la souffrance. D'ailleurs, la Kabbale mentionne ce concept, Yeida Letzorer Alia, descendre pour mieux remonter. Yehuda et Joseph doivent effectivement tuer leur amour-propre pour retrouver cet amour commun, fraternel. Donc il y a presque une leçon qui se déchiffre de cela. En effet, Ehad, donc 1, et Ahava, amour, ont tous les deux une valeur numérique de 13. Qu'est-ce que l'amour ? C'est l'aboutissement d'une construction affective et intellectuelle. Si on additionne donc les deux 13, nous obtenons 26, qui est la gematria de Yuve Vavde. Encore une fois, l'équilibre ultime serait donc père, l'histoire fait de leçons et d'impair. À l'approche du premier livre, à l'approche de la fin du premier livre, cette paracha fait suite et conclut une série de combats fraternels. En effet, on avait Cain et Abel, ensuite Isaac et Ishmaël, ensuite Jacob et Esav, et maintenant, nous avons ces deux frères. La conclusion de cette paracha, c'est que tel Joseph, nous sommes tous individuellement animés par une énergie divine, transportés par nos neshamot respectives, nos rêves nourris par une énergie divine. Souvenez-vous, dans une paracha précédente, Vayeshev, les deux frères de Joseph le voyaient arriver au loin et ont donc dit « Tiens, voilà le rêveur, tuons-le, nous verrons bien si ses rêves se réalisent. » Comment on peut tuer vraiment un rêve ? Cependant, nous devons prendre conscience qu'il est de même pour ceux qui nous entourent et parfois nous jalousent. Que se cache-t-il derrière la personne qui vous a fait du mal ? Pouvons-nous encore les pardonner ? Faisant le parallèle au livre de Simon Jacobson, Towards a Meaningful Life, il y a deux types d'amour, le selfless love ou le selfish love, l'amour égoïste ou l'amour altruiste. Donc serez-vous cette personne qui se limite ou bien celle qui fera l'effort pour chercher ce qui se trouve au sein de l'autre, dénouer la parole pour découvrir les mots, des choses que l'on ne voit pas mais que l'on découvre, l'effort qui permet de faire celui que l'on entendait passivement, comme dans la paracha où Joseph dit « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Et on passe ensuite de celui qui entendait, à celui qui écoute, puisqu'il y a de l'actif. Et là, encore une fois, nous avons « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte ». Donc on passe d'entendre à écouter. On passe du passif à l'actif. La différence, cher auditeur, c'est l'intention, la main que l'on tend. Celle qui titre notre paracha, Yehigash, qui veut dire en hébreu l'approche. Bravo! Du coup, si je dois résumer, c'est une bonne émission jeunesse, parce qu'on est 11. Donc, du coup, on est un nombre impair. Bravo. Non, c'est surtout bravo parce que c'était profond. C'est très sympa. Et t'as même réussi dans une minute Torah à nous faire des maths. Bravo. Non, en tout cas, je pense que la minute. Ça m'a un peu perturbé parce que moi j'ai du mal à compter. Hein. Ah bah ça, on te connaît bien. En tout cas, bravo pour cette minute. Est-ce que la minute Torah est toujours une minute Jonas, hein? On se posera la question. Finalement, c'est. Ouais. Ça va coûter cher en billets londoniens. Ouais, à chaque fois, ouais. Bah après, on a le remplaçant d'ici. Bon, alors on réduit ton salaire, Ben. J'ai pas de salaire, je suis On va bénévole. en parler à Lionel Stora. Les amis, merci infiniment pour cette émission de ce soir. Chers auditeurs, vous nous retrouvez tous les dimanches à 17h en live sur Radio JM, mais bien évidemment aussi en podcast vidéo sur YouTube et Spotify. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Radio Jeunesse Marseille by Noé. Et pour ceux qui le souhaitent, merci de nous envoyer vos commentaires, vos retours. On adore vous lire. Merci infiniment de nous écouter toutes les semaines religieusement. En tout cas, merci à vous tous autour de cette table, toujours plus nombreux, avec toujours plus de micros dans cette table extensible. Merci à tout le monde sauf à Léo. Très belle soirée à tous et à la semaine prochaine. Okay.